les gars. Allez. La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Salut tout le monde, bienvenue dans Kick-Off Rugby, on fait corps ensemble pour rentrer dans le week-end comme chaque semaine. Salut à tous ceux qui nous rejoignent dans le chat. À mes côtés aujourd'hui, Tristan Fayard et Romain Lafont. Bonjour messieurs. Salut Théo. Comment allez-vous ? Écoute, ça va pas trop mal. Quelles sont les nouvelles ? Écoute, une petite journée de travail, on finit par kick-off, bien sympa, avec mon ami Romain, donc ça me fait plaisir. Bon, Ça fait longtemps que je suis pas venu, il y a tout qui a changé et tout. Nouvel affichage derrière, ouais. joli panneau. Heureusement le présentateur n'a pas changé parce que sinon j'étais complètement perdu. En régie ça a changé aussi. Paul Arnoux. Ah oui, Paul, d'habitude il est sur le plateau là, il préfère... C'est mieux de l'avoir là-bas, il parle moins. il préfère l'ombre, je crois. Pour tout ce qui est niveau auditif, de tous ceux qui nous regardent. Bon, je vois que Romain vient pas souvent, mais a ses habitudes, donc ce qui est ma place d'habitude et la sienne aujourd'hui. Le patron, c'est le patron, oui. Il fallait venir avant pour faire les réglages, tout ça. Complètement. Voilà. On arrive au dernier moment, nous on a tout préparé et voilà. On a un joli petit sujet aujourd'hui. Ah oui. On a un joli petit sujet. Salut à ceux qui nous rejoignent, salut à ceux qui nous regardent ou nous écoutent pour la première fois. Bienvenue dans le train Kick-Off Rugby. Le sujet du jour, c'est qui est le meilleur numéro 10 du 21e siècle. Voilà. Là, sujet facile finalement. Les bases sont posées, il y a du client quand même, on a du beau monde et on va c'est de déterminer ça tous ensemble. Un trophée du coup de meilleur numéro 10 du 21e siècle qui est officiel, reconnu par World Rugby, évidemment. C'est beaucoup d'experts qui ont travaillé on tous aimerait ensemble. avoir ce poids. Donc voilà, ils ont chacun préparé leur top 5 et puis ils vont se confronter leurs avis et on sera là pour faire les juges avec le chat. N'hésitez pas à donner votre avis évidemment comme chaque semaine. On fera ensuite les pronos de la 4e journée de top 14, de la finale et petite finale de la Coupe du Monde féminine avec nos Françaises qui retrouveront les Black Ferns pour une 3e place. Et puis on va parler des actus en mêlée avec notamment la blessure d'Atis Ogbe qui change pas mal de choses pour la section paloise. On le verra, ce sera en tout cas la question. Et puis les jeux évidemment, comme chaque semaine. Et ça vous va messieurs ? Un beau programme, joli programme. Parfait. On va pouvoir lancer le premier jingle de l'émission. Et là il y a un peu de suspense. C'est Paul en régie qui va devoir gérer ça. Allez Paul, c'est parti pour le jingle. Magnifique. Comme quoi il est bon quand il parle pas aussi. On a bien bossé hein. Ah ouais, c'est des heures de réglage. Parce que Romain est là depuis 16h30. Il se rend compte de la galère que c'est. Et je l'ai entendu un paquet de fois ce jingle. Et pour les réglages, il faut faire des tests. Messieurs, je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Donc, le débat du jour, qui est le meilleur ouvreur du 21e siècle ? On va commencer par la 5e place et puis petit à petit, la sauce va monter. Ah oui, d'accord, ok. Et puis, il y aura l'ultime débat. Évidemment. Tristan, je te laisse ouvrir le bal avec ton numéro 5. Alors j'inverse mes fiches du coup. J'inverse mes fiches oui, parce que évidemment. Tu voulais commencer par le numéro 1, le plus intéressant. Et... Oui, En fait, tu veux que les gens partent au bout de 10 minutes de Je débat. suis pas un homme de télé. Moi. Tristan, ton numéro 5. Mon numéro 5, ce sera Boden Barrett. Que j'ai mis en numéro 5. Que numéro 5, voilà. Que numéro 5 de ce top 5 justement parce que voilà, pour plusieurs raisons. Est-ce que je laisse Romain est-ce que j'évoque mes raisons ou est-ce que je laisse Romain Romain va nous donner son numéro 5. Mon numéro 5, c'est Ronan O'Gara. Ronan O'Gara, le manager aujourd'hui du Stade Rochelet. Je me permets d'anticiper un tout petit peu. Boden Barrett, il est dans ton top 5 ? Il est dans mon top 5. Donc tu peux commencer à l'insulter pour l'avoir mis que numéro 5. C'est là où le débat va être intéressant. J'attends de voir qui va mettre devant parce que là ça commence déjà à me surprendre. Il y a du monde devant. Il y a du très très beau monde. Il y a du très lourd devant. Moi Tristan, pourquoi numéro 5 Boden Barrett ? Parce qu'il y a écrit le top des meilleurs ouvreurs. Si je me trompe pas, si je lis bien l'intitulé, il y a écrit top 5 des meilleurs ouvreurs. Boden Barrett n'a jamais joué ouvreur dans les dernières Coupes du Monde. En gros, en 2023, il joue pas ouvreur. C'est Richie Monga. En 2019, il ne joue pas ouvreur non plus. Il est à l'arrière. Et en 2015, il est remplaçant tout le long de la compétition. Donc, pour décréter un des meilleurs ouvreurs, il faut quand même se baser sur les meilleures compétitions. Donc, Romain, j'anticipe parce qu'on va dire Romain, il n'y a pas que la Coupe du Monde, évidemment. Il a joué énormément 10, je connais les stats et je vais te laisser les dire. Il a joué énormément 10. Mais pour moi, pour être dans le top 5 des meilleurs ouvreurs all-time du 21e siècle, il faut quand même être ouvreur dans les grands moments. Ça compte. Tu l'as mis dans les meilleurs ouvreurs. Donc, Oui, je l'ai mis, mais c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut.
Ah d'accord, donc il est ouvreur, mais quand ça t'arrange. Mais non, mais il est ouvreur parce que tu connais les stats et on en a parlé tout à l'heure. Il est ouvreur 80% du temps. 84. 84. Oh là là, il a bossé, vraiment, on pourra pas le prendre là-dessus, hein, je vous le dis tout de suite. Mais pour être dans plus haut, il faut que lors des grandes compétitions, et j'estime que la Coupe du Monde c'est le Graal absolu, il faut avoir joué au moins un peu 10 dans les 3 Coupes du Monde qu'il a joué. Il en a joué aucune en tant que 10. Et c'est peut-être pour ça que la Nouvelle-Zélande ne les a pas gagnés d'ailleurs. Peut-être aussi. C'est pour les 2 dernières, parce que pour la 2015, mais il est remplaçant tout du long. Il est remplaçant. Enfin, il est titulaire au deuxième match, mais il est remplaçant tout du long. Donc, peut-être que c'est ça, mais il n'empêche que dans ce top 5, c'est déjà joli qu'il finisse 5e en n'étant pas ouvreur. C'est-à-dire aussi. Il est ouvreur quand même de base. Oui, il est ouvreur, oui. J'entends. Oui, sur les grandes compétitions. Oui, voilà, sur les grandes compétitions. Attention, les choix des mots. Vous m'avez compris. Mais. Il aurait été bien plus haut s'il avait joué ouvreur dans ces grandes compétitions parce que Boden Barrett est un joueur exceptionnel. Il est dans le top 5 et c'est complètement légitime. C'est un joueur que j'ai adoré voir jouer, que j'adore encore voir jouer. Mais juste les gens qui sont devant lui, les joueurs qui sont devant lui, sont des ouvreurs de métier et dans les grandes compétitions, ont joué ouvreur et ont répondu présent pour certains. Donc je comprends pas pourquoi tu mets pas Richie Munga devant Boden Barrett. Ou alors tu l'as peut-être mis, je sais pas. Il y a peut-être Richie Munga qui se cache 1, 2, 3, 4. Non, mais parce que c'est lui qui joue sur les 2 ouvreurs sur les 2 Coupes du Monde que tu as cité, où Boden Barrett joue à l'arrière. Ça veut dire que c'est un meilleur ouvreur que Boden Barrett. Non, je dis pas ça. Je dis pas ça. Je dis juste que Barrett, il a été champion du monde en 2015. En étant remplaçant. En étant remplaçant. Mais il est champion du monde, il a un titre. Munga, il a quoi en Coupe du Monde en tant que 10? Il faut des titres, c'est mon critère numéro 1. D'ailleurs, je le dis à tous, mes critères seront les titres, le palmarès, en sélection d'abord, en sélection et en club. Ensuite, je prendrai en compte sauf pour certains, mais je prendrai en compte mon côté affectif et le style. Très bien. Est-ce que les distinctions individuelles rentrent en compte pour toi? Parce que quand il est élu meilleur joueur du monde 2 fois, il est à chaque fois ouvreur quand il est élu meilleur joueur du monde. 16, c'est vrai. 2017. Il joue toute l'année à l'ouverture. Il est dans le top 5, c'est déjà très bien. Ah bah d'accord. Mais c'est juste que les gens qui sont devant lui, pour moi, le méritaient plus. D'autres ouvreurs qui ont remporté 2 fois le titre de meilleur joueur du monde? Non. Merci Théophile. Pas forcément. Je te laisse. En jouant à l'ouverture. Oui, non, mais des vrais ouvreurs, pas des ouvreurs. Après c'est que en Benjamin et qui ensuite ont été élus meilleur joueur du monde en numéro 8. C'est que des vrais ouvreurs ensuite. Romain, tu peux nous parler de ton 5e, donc Ronan O'Gara. Ronan O'Gara, j'ai longtemps hésité avec Jonathan Sexton. Ah d'accord, il n'y a pas Sexton dans le top 5 donc. C'est ce qu'on est en train de me dire là. Je l'ai peut-être mis au-dessus. Ah, t'as dit j'ai longtemps hésité, je croyais qu'il n'était pas dans le top 5. Pour le classement. Ok. D'accord. Donc voilà, donc entre irlandais, j'ai longtemps hésité. J'ai mis Ronan O'Gara, pourquoi? Parce que déjà pour moi c'était un métronome au pied. C'est le joueur, quand t'étais petit, je détestais quand la France jouait l'Irlande parce que la charnière Stringer-O'Gara, j'en faisais des cauchemars. Ça veut bien dire qu'il était fort quand même pour qu'on en fasse des cauchemars. Et donc, et puis c'est surtout sa fidélité que je souhaite récompenser aussi. Il a joué comme Munster et ça, je trouve ça remarquable pour un joueur. Et puis au-delà de ça, c'était son nombre de points qu'il marquait au pied. C'était peut-être un des meilleurs buteurs avec certains qu'on va retrouver peut-être plus tard. On verra avec Tristan. Je savais pas que la fidélité faisait rentrer dans les meilleurs ouvreurs, mais bon. Bah si, ça y compte quoi. T'es pas fan de la fidélité, Tristan? Si, je suis fan de la fidélité évidemment. Mais chacun fait ses choix. Exactement. Mais juste je vois pas forcément pourquoi ça compte dans l'idée d'être dans les meilleurs ouvreurs. Mais bon, si c'est un argument. Ça fait partie de l'affect. C'est comme tu vois, ça fait partie de l'affect. Il y a une histoire particulière. Un grand chelem avec l'Irlande. Voilà, c'est pas une nation qui a énormément de licenciés, donc il faut souligner ça. Et dans l'hémisphère nord. Au XXIe siècle, il n'y a pas beaucoup meilleur que Ronan O'Gara pour moi. Si, pour moi aussi. Dans le chat, on parle beaucoup de Michalak. Ouais. Michalak, mention honorable. Michalak, crâne rasé. On parle énormément de coupe de cheveux en fait pour déterminer. Crâne rasé, bravo. C'est comme la fidélité, c'est important les cheveux. On a parlé de. Bon, avec Tristan, visiblement, les cheveux, non, la fidélité, c'est pas son dada. C'est pas son dada. La fidélité quand même. Les cheveux, bon, on a parlé de McAllister aussi. McAllister, cheveux plaqués devant, pique en arrière. Ah, d'accord, mais si vraiment de la coupe de cheveux. Genre sur un mois, il y a un mec qui était trop fort. Bon, mais oui, mais là on parle au 21e siècle. McAllister était un joueur que j'adorais petit, mais bon, il n'est pas dans mon top 5. Il jouait un peu centre, alors je sais pas, ça peut peut-être déranger. Comme Michalak d'ailleurs, 9-10. Il a joué 3 Coupes du Monde, il n'a pas joué une en 10.
C'est que quand même, au bout d'un moment, il y a des choix qui sont faits par les coachs. Et ils n'ont pas gagné. Oui, mais ils n'ont pas gagné. Mais qu'est-ce qui prouve qu'ils auraient gagné avec lui en 10 ça. Avec les All Blacks. Donc c'est dur de faire beaucoup mieux quand même. Mais est-ce qu'on a fait le top 5 des meilleurs arrières? On aurait fait le top 5 des meilleurs arrières. T'aurais mis Boden Barrett dans le top 5 des meilleurs arrières? Non. Je pense. Non, t'es un menteur. Il a joué 20% du temps. Non, là t'es de mauvaise foi. Je te jure, Peut-être. En vrai, top 5 meilleurs arrières, tu penses jamais à Boden Barrett. Non, dans l'esprit. Peut-être que je le mets aussi 5ème. Peut-être que je le mets 5ème des arrières. Dans l'imaginaire collectif, honnêtement, il est. On le fera ce débat, on le fera. Oui, bien sûr qu'on le fera. Mais en tout cas, je suis désolé, un mec qui sur 3 Coupes du Monde n'a pas joué 10 une seule fois, je peux pas le mettre dans le top. Et qui en a pas gagné beaucoup, qui en a gagné une en tant qu'arrière. Je peux pas le mettre devant les autres joueurs que je vais mettre après. C'est pas possible. On entend. Donc on récapitule. On a le numéro 5 pour le moment de Tristan, c'est Boden Barrett. Le numéro 5 je sais que le 4, je vais me faire taper sur les doigts. Romain, c'est Jonathan Ronan O'Gara. Numéro 4. Vexer le manager de La Roche. Autant pour moi. Numéro 4, Romain. Stephen Larkham. On part dans l'hémisphère sud. On part aussi quelques années en arrière. 21e siècle. Oui. Combien d'années joue au 21e siècle Stephen Larkham? Jusqu'en 2007. D'accord. Quand même. Combien de titres Stephen Larkham? Combien de titres Il met un pressing. Au 21e siècle. Il met un pressing. D'accord, c'est ce que j'ai aussi. Une finale de Coupe du Monde. C'est un titre, une finale de Coupe du Monde de Super Rugby. D'accord. Voilà. Ok. Il est champion du monde, mais c'est en 99. Oui. Une finale et en 2003, il fait quoi? Il perd en finale. Voilà. Donc on prend des joueurs qui ont 2 championnats domestiques. Championnat domestique, il a dit. 2 tri-nations. Et on les met 4e dans les meilleurs ouvreurs du 21e siècle. Donne ton 4e et ensuite vous débattrez sur pourquoi. C'est pas la même trempe, hein, si je peux me permettre, au 21e siècle. Au numéro 4, c'est un mec qui est double champion du monde. Il est tout seul à être double champion du monde au 21e siècle en ayant participé aux phases finales et joué ouvreur. Il s'agit d'André Pollard. 2019-2023, décisif aux 2 phases finales. Il met 100% au pied en demi en 2019. Il met 22 points en finale en 2019. Je vous fais pas l'injure de son retour en 2023 où il remplace Malcolm Marx. Et il est monstrueux dans le registre qu'on lui demande. Alors évidemment, André Pollard, ça me fait pas rêver. C'est pas mon rugby. Il vient d'assassiner son numéro 4 en temps, ça me fait pas rêver. Et moi, je sais faire la part des choses. Et évidemment, c'est pas mon style de 10, mais force est de constater que dans le système de l'Afrique du Sud, dans ce qu'attend l'Afrique du Sud d'André Pollard, c'est exceptionnel. Il est revenu, il galérait avec. C'était Manili Bok en 2023, il galérait à mettre des points au pied, etc. C'était le bordel, on savait plus qui butait. Il est arrivé, il a dit écoutez les enfants, papa est de retour. On va régler tout le monde. Il est arrivé, il a mis des pénalités décisives. Je vous rappelle contre la France ce qui s'est passé. En finale, je crois que je suis pas sûr, j'ai pas noté, mais il me semble qu'il met tous les points en finale. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Donc pour toi, et je le mets 4e. Hein. L'Afrique du Sud a été champion du monde grâce à André Pollard. J'ai dit ça? Non, mais est-ce que pour toi c'est l'élément phare de ces Springboks? Donc tu mets 12 points en finale et t'es pas. Est-ce que c'est l'élément fort? Ah ben c'est un des éléments forts, oui. Pour moi, évidemment, il y a un gros pack. D'un paquet d'avant. Bah oui. Peut-être pas, mais moi, ils auraient quand même été champions du monde. Ah bon? Sans buteur. Il n'y a pas eu un essai en finale? Eh ben, ils auraient trouvé des solutions. Ouais. Ah oui, d'accord. Il peut marquer des points au pied quand même. Il n'est pas à 100% certes, mais il peut tourner à 70-80%, ça suffit. Non, ça suffit. Dans le chat, ils disent que t'aimes pas le rugby, Tristan. Ah mais j'aime le rugby, mais je suis aussi objectif. J'aime le rugby parce que vous allez voir mon top 3 entre guillemets. Encore que même mon top 3, je sais pas si ça prouve que j'aime le rugby. Mais j'ai su faire la part des choses entre le rugby que j'aime et dire qui sont les meilleurs ouvreurs. Parce que, je suis désolé, personne n'en parle parce que c'est un Sud-Africain qui met que des points au pied, qui fait que envoyer des grandes lourdes devant. Mais André Pollard, c'est double champion du monde. Il est tout seul à être comme ça avec Dan Carter. Mais Dan Carter. On est en participant en phase finale. Voilà, parce que Dan Carter en 2011, il est blessé. Donc au bout d'un moment, si lui il est pas dans le top 5, je veux bien moi, mais je veux bien tout entendre. Rassure-moi Théophile, on n'a pas fait le top 5 des meilleurs buteurs du 21e siècle. On n'a pas fait on a fait des ouvreurs, il n'y a pas que le jeu au pied qui compte. Moi, Stephen Larkham, il butait pas. Hein. Oui. Mais par contre, c'est un animateur autre que... Ah parce qu'André Pollard, c'est pas un mec c'est pas un gestionnaire. Ah, un gestionnaire, ça, il est pour gérer, pour donner à des Allende ou mettre des grands... Oui. Ah ouais, d'accord.
le poste de 10, c'est pas que envoyer des. Ah mais non, mais c'est pas que buter non plus. Mais non, mais en tout cas, ça marche. Donc ça compte. Moi, je l'ai annoncé au début de l'émission. Romain, argumente-nous ton numéro 4 parce qu'on n'en a pas parlé pour le moment. Alors, Stephen Larkham, déjà pourquoi ? Parce que je suis un peu plus vieux que vous, donc j'ai plus pu le voir dans mon enfance. Et Stephen Larkham, c'était déjà pour un signe distinctif. Comme vous savez que j'adore les signes distinctifs pour les ouvreurs. Je parle souvent du coup de pied par-dessus de Mathieu Jalibert. Après la fidélité, on se retrouve avec un casque maintenant. Voilà, Stephen Larkham, c'était un casque. Et puis il a une image surtout de joueur pas très rapide, pas très esthétique et tout ça. Alors que c'était, pour moi, c'était un faux lent, c'était quelqu'un qui est imprévisible, qui pesait sur les défenses adverses et on ne savait jamais ce qu'il allait faire et qui était vraiment un animateur hors pair. Et pour moi, c'est la définition du demi d'ouverture, c'est être un animateur dans son équipe. Et pour moi, Stephen Larkham, c'était ça. Il n'était pas buteur, certes, comme André Pollard, mais pour moi c'était un meilleur animateur qu'André Pollard et peut-être un des meilleurs animateurs. Et lui bénéficie pas, selon toi, du coup, d'une équipe aussi solide que Pollard pour permettre il a quand même été champion du monde en 99. C'est vrai que c'était pique époque l'Australie. Rappelez-moi qui c'est qu'il y avait dans cette équipe. Non mais bon, ils sont quand même finalistes en 2003 et il est champion du monde en 1999. Il tombe sur un ouvreur un peu moyennasse en finale en 2003. Oui, voilà, on en parlera plus tard. Peut-être pas. ou pas. Oui, bon alors là, je quitte le plateau, je vous le dis. Là, je vous le dis, je quitte le plateau. Ils sont tous en train de. Ils te connaissent trop bien dans le chat. Hein. Ils connaissent tous ton numéro 1. Ils sont tous en train de le spoil. Tu dois en me parler à toutes les émissions. Mais non, même pas. Ils doivent me faire des cauchemars. Mais moi Larkham, j'adore. C'est un joueur que j'adore. Mais je suis désolé, dans le top 5 des meilleurs ouvreurs du 21e siècle, sachant qu'il a joué. Il a joué ouvreur, lui. Il n'a pas joué arrière. Ah non, mais d'accord, mais il a joué combien de temps sa dernière. Jusqu'en 2007. Sa dernière sélection avec l'Australie, par exemple, 2007. c'est quand? Sa dernière sélection 2007. Et il arrête en 2010, c'est ça? Oui. Exactement. Il a joué 10 ans, donc. Il a quand même joué 10 ans. Et aux Brumbies en plus. Un seul club, les Brumbies. Ah oui, la fidélité, c'est vrai, on y revient. Ouais, ça c'est cher. Il y a Jérôme Boswell du coup dans le. Non, pas du tout. Il n'a pas fait qu'un seul club. Genre. On parle de Paddy Jackson. On parle de Paddy Jackson aussi. Paddy Jackson, dans le top 5, pourquoi pas. Non, mais du coup, je rebondis sur ça. Il a fait 10 ans, du coup, on est d'accord, en 21e siècle. Ouais. Et il a un palmarès énorme, du coup. Deux Super Rugby avec les Brumbies. Et 2 Tri-Nations. Et 2 Tri-Nations. Ça suffit pour être top 5 des joueurs. C'est pas mal. Hein. D'accord. Une Coupe du Monde, une finale de Coupe du Monde. D'accord. Non, mais après, une Coupe du Monde en 99, précise-le quand même, parce que c'est pas 21e siècle. C'est pas 21e siècle. C'est important. Il faut voir à quel point. Il a essayé une finale de Coupe du Monde. Il a essayé de m'avoir eu. Non, mais des joueurs qui ont joué au 21e siècle. Bon, t'as l'idée. Oui, mais. Je vais y mettre Carlos Spencer. Il avait joué quelques années, mais parce que. Oui. On récapitule. Oui, on peut. Tristan, 4 et 5. 4. Très bien. Carlos Spencer, t'as salué du monde dans le chat. Hein. Ah, non mais d'accord, ouais, mais ils s'y connaissent un petit peu. Mais d'accord, mais moi aussi il fait partie de mes mentions honorables. Non mais d'accord, mais moi je peux dire là qu'on soit bien d'accord, je ne dis pas mes 10 préférés hein. Parce que si je dis mes 10 préférés, je suis désolé, ils sont pas c'est pas ce top 5 là que je fais quoi. Ah, j'espère. Donc pour le coup, j'ai fait pour moi ce que j'estime les meilleurs avec le palmarès, avec plein de critères, mais pas le critère affectif, il rentre après. Parce que si on parle des mentions honorables, il y avait du Quade Cooper, il y avait du Fred Michalak qu'on a cité dans le chat que j'adore. Donc j'ai pas fait ça, mais s'il faut faire ça, je peux faire ça, je peux changer mon top 5. Non mais c'est bien. Non, tu restes fidèle à toi-même, Tristan, change surtout rien. C'est important la fidélité, c'est important. On y revient. Exactement. Numéro 3, messieurs, Tristan, à toi l'honneur. Un autre Irlandais, et ce n'est pas Ronan O'Gara. Et il est sur le podium parce qu'il le mérite amplement. C'est Jonathan Sexton, demi d'ouverture de l'Irlande. Ça va être intéressant parce que il a pas fait de finale de Coupe du Monde, non? Ah, il faut faire que des finales de Coupe du Monde. Tu m'as dit pour Stephen Larkham, il a fait qu'une finale de Coupe du Monde. Donc Jonathan Sexton, il a non, mais ça va être intéressant. Tu veux comparer le palmarès de Stephen Larkham au 21e siècle avec celui de Jonathan Sexton? C'est ce que ils n'ont pas joué les mêmes compétitions, donc on peut pas comparer. Mais il y a les championnats domestiques, il y a les tournois continentaux, c'est comparable. La Ligue Celt, tu vas pas me comparer la Ligue Celt au Super Rugby? Et tu vas me comparer le Rugby Championship aux 6 Nations? On peut, oui. Ah d'accord. Bon, pour moi, ça me paraît plus dur de gagner le 6 Nations, mais... Romain, déjà, est-ce qu'il est dans ton top 5? Sexton?
Oui. Ah, là, Non, ça non, m'étonnerait, oui. Donc ça va être intéressant de pouvoir discuter. Du coup, bon, on va écouter d'abord ton top 3 et ensuite pouvoir discuter pourquoi toi il se retrouve à la 3e place et dans ton top 5 il ne figure même pas dans le classement. Mon troisième, moi, c'est Boden Barrett. Donc, Boden Barrett, on troisième. l'a beaucoup. Il a pas joué une phase finale en 10 de Coupe deux du fois Monde. meilleur joueur du Il est monde en troisième. jouant à l'ouverture. Voilà. D'accord. Champion du monde en rentrant à Champion l'arrière du et monde, à l'ouverture. Il ça est dépend. rentré à la place de Milner Skuder en finale. Oui, en finale. Il Il n'y a rentre que à- la finale qui compte dans une Il Coupe du rentre à- Monde. Ben non, mais il rentre à l'arrière. Oui, en finale. Oui, et en demi. Je sais pas. En demi, Vérifie. en demi, j'ai pas en tête, mais je suis pas sûr qu'il rentre en 10. Hein. D'accord pour Sexton. Signalement, Il y a des connaisseurs. signalement au procureur si on parle pas de Morgan Parra en 10. On peut, mais il ne sera pas dans le top 5. Difficilement. Il Est-ce que- il a est-ce joué une Coupe du Monde. Est-ce qu'il serait pas rentré dans le top 5 s'il avait gagné la Coupe du Monde avec la France? Ça aurait été énorme. En ouvreur. Allez, Tristan, tu peux ouvrir le bal du coup sur ton numéro 3. Alors, pour moi, j'ai mis un peu de temps à trouver ce troisième parce que c'était important. Parce que pour moi, en fait, les deux autres sont absolument intouchables. C'est-à-dire qu'il y tout le monde est a un d'accord. tel écart entre le 1 et 2 et le 3 qui est vraiment. Il y a un fossé, quoi. Et du coup, le 3 me paraissait important, donc j'ai choisi Sexton. Parce que pour moi, je pense sincèrement qu'au 21e siècle, hors les deux, c'est le mec le plus régulier qu'il y a eu. C'est le mec le plus. J'ai du mal. Comment je pourrais dire ça? Mais en gros, c'est clairement le troisième derrière eux. Tu vois, ça me paraît une évidence. Alors, Romain n'est pas d'accord, mais enfin. Il a tellement été là tout le temps à jouer des grands matchs avec le Leinster, avec l'Irlande, etc. que c'était la petite musique Sexton en fait. Et du coup, pour moi, et je vais parler de son palmarès après, mais ce qui me marque dans cette place sur le podium, c'est sa présence et sa régularité au top niveau. Donc pour moi, ça vaut beaucoup de choses déjà, parce que c'est très très dur le haut niveau, et d'y rester aussi longtemps, chapeau. Et ensuite derrière... Surtout que lui, il aurait pu s'arrêter un certain nombre de fois. Exactement, parce que voilà, il était sujet à énormément de commotion, voilà, il a toujours tenu, etc., avec les conséquences qu'on verra peut-être plus tard. Et surtout, il a maintenu un niveau d'exigence très élevé tout le temps. Que ce soit au Leinster ou en Irlande, j'ai l'impression qu'il a arrêté au bon moment. J'ai pas l'impression qu'il... Peut-être il fait une saison de trop, hein, encore, je suis même pas sûr. 4 tournois destination, 2 grands chelems, 4 Coupes d'Europe avec le Leinster. Bon, je vous fais pas l'injure de compter le nombre de Pro 14 ou de Ligue Celt, appelez ça comme vous voulez, avec le Leinster. Il a perdu beaucoup de finales aussi, évidemment, vous allez me le dire avec le Leinster. J'attends Romain. Mais voilà, c'est sa régularité au niveau et ses titres qui font que pour moi, cette 3e place est amplement justifiée. Et surtout, on voit que quand il n'est plus là, le Leinster, comme l'Irlande, est en grande difficulté. Donc ça prouve aussi que c'est quand on remarque les absences qu'on voit à quel point, quand il était présent, c'était grandiose. Ils n'arrivent pas à sa succession. On a beau parler de Harry Byrne ou Prendergast ou qui vous voulez, mais ils n'arrivent pas à y succéder. Et pour moi, l'héritage qui n'arrive pas derrière, ça prouve qu'il était indispensable. Et, Ils n'ont pas préparé la suite. Ils n'ont pas préparé la suite, aussi par sa faute, parce qu'il était tout le temps là, il était intouchable, imbougeable. C'est peut-être sa faute aussi, mais il est prouvé pour l'instant que l'Irlande a un peu de mal en 10 pour le remplacer. Et comment, donc, comment est-ce possible, après une telle tirade sur John Sexton, que Romain, tu ne l'aies pas mis Je trouve ça fou, Moi, franchement. j'ai longtemps top 5. hésité avec le numéro 5, comme je l'ai dit avec Ronan O'Gara, mais il parle de régularité. J'ai pas l'impression que Sexton ait marqué l'histoire du top 14 quand il a signé au Racing, par exemple. Donc, ouais, mais parce qu'il... Oui, mais parce qu'en termes de régularité, il n'a pas été... quand il a été au Leinster, qu'il était dans son environnement, Ouais. il a été très bon. Pourquoi en d'accord. partir? C'est lui qui a choisi d'en C'est lui qui a partir, partir. évidemment. Mais Je l'ai pas poussé, moi. non, mais du coup, il y est retourné. Il s'est rendu compte. Il a perdu quand même... 3 ans, je crois. Ou 4 il ans. a commencé quand sa carrière internationale 2009 Non, un peu avant, je pense. Si, c'est que 2009, je crois. 2009-2023, et puisqu'il arrête à la Coupe du Monde. Parce qu'Ogara continue jusqu'en 2013. Donc, Et il commence quand? en 2000. Donc il y a 13 ans. Donc Et c'est à peu près la même oui, c'est longévité. la même chose. Oui, oui. Donc moi j'ai vraiment eu du mal entre les deux, mais pour moi, Tristan a beaucoup parlé de palmarès et tout ça. Il n'a pas dépassé les quarts de finale d'une Coupe du Monde, comme O'Gara. C'est pour ça que j'ai pas mis Ronan O'Gara plus haut que ça. Parce que... Oui, mais vas-y, pardon. Et rien que pour ça, pour moi, on attendait tellement de Sexton qui porte l'Irlande, qui l'a porté. Il l'a porté, mais jamais dans les énormes rendez-vous. Ouais, mais parce que...
impact, en tout cas au 21e siècle, enfin, de ce que moi j'ai vécu en tout cas, je peux pas non plus m'inventer une 30 ans de plus, mais juste Sexton pour moi c'est vraiment le visage de l'Irlande. O'Gara l'a été, mais alors pour moi O'Gara est plus le visage du... Sexton est aussi celui de Leinster, vous me direz, mais plus le visage de l'Irlande. En fait l'Irlande a jamais passé ce cap des quarts, mais au final est-ce que c'est que sa faute à lui? Non, en fait, je me permets juste pour de répondre dans le chat parce qu'il parle de Prendergast. Enfin, en fait, tu parlais du fait qu'il n'y avait pas eu de relève à Sexton. Ils disent Prendergast, les gars, vous l'avez élu espoir de l'année chez Rugby Rama. Oui, c'est vrai que j'avais fait une vidéo en disant que ce serait probablement la relève. Mais force est de constater que espoir de l'année et confirmation. Oui. Après, il est encore très jeune, Prendergast. On va pas lui brûler les ailes. Et puis surtout que ça quoi. Non mais c'est ça. Non mais c'est pour répondre parce que on ne se renie pas en disant qu'il n'y a pas de relève pour le moment de Jonathan Sexton, en disant que Prendergast pour le moment il assure pas la suite de Jonathan Sexton au même niveau en tout cas pour le moment. Non mais Prendergast c'est un espoir. Je l'ai dit et je le redis. Pour le coup c'est un grand espoir du rugby irlandais. Juste là pour l'instant il a pas confirmé. Mais est-ce qu'il doit confirmer tout de suite? Le maillot il est lourd les gars. Non mais je me permettais de répondre. Le maillot il pèse lourd là, donc laissons-lui un peu de temps. On en attend beaucoup parce que voilà, c'est censé être le prodige, même si pareil dans la lignée des Sexton, ça sera pas un mec qui va traverser le terrain, donc n'attendez pas de voir des coups d'éclat de lui. Mais je pense que s'il arrive à faire du Sexton, c'est très dur, mais s'il arrive à faire un petit peu du Sexton, voilà, laissons-lui le temps, il est jeune, etc. Ouais. Non mais on se renie pas en disant en tout cas qu'il n'y a pour le moment pas de relève du côté de l'Irlande, enfin en tout cas pas au niveau de Johnny Sexton. C'était la petite aparté, messieurs. On récapitule ? On récapitule, mais toi, Barrett, on a assez débattu déjà. On peut en reparler. Mais Barrett, moi j'ai dit Barrett, Pollard et Sexton. Et moi, O'Gara, Larkham et Barrett. Très bien, messieurs, on va passer top 2. Là, ça va être dur. Là. Je pense qu'on va combiner ce débat. Tout le monde l'attend dans le chat, évidemment. Ce débat. Je serais curieux de savoir dans le chat si on va pas être loin du 50-50. Hein. On va faire un sondage, tiens. C'est dur, mais tu peux faire un sondage. Ça va être très dur, je pense. Je vais vous lancer le sondage, je vais vous laisser débattre, messieurs. D'abord, qui a mis Johnny Wilkinson en numéro 1 ? Je sais même plus, moi, du coup, parce que j'ai longtemps hésité. Donc, moi aussi, c'est un peu notre Ronaldo Messi. Hein. Alors, c'est ce que j'ai réfléchi à ça tout à l'heure dans la rédac. Ronaldo. Oui, pour moi, il y a plus de débats entre Carter et Wilco qu'entre Ronaldo et Messi. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, Messi est un peu plus au-dessus de Ronaldo. Là, pour moi, c'est très très dur. C'est vraiment très 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 dur. Alors, Tristan, numéro 1. On est obligé d'avoir un numéro 1 là. Mais on annonce en même temps. Si t'annonces le numéro 2, t'annonces aussi le numéro 1. Non, mais est-ce qu'on est obligé ? On peut pas les mettre sur un pied d'égalité. Non, là, faut trancher. C'est pas l'esprit kick-off rugby. C'est super dur. Franchement, c'est super dur. Tristan, ton numéro 1 ? Est-ce que je réponds objectivement ou est-ce que je réponds avec l'affectif ? Non, réponds honnêtement pour toi, qui est le meilleur ouvreur du 21e siècle ? Wilkinson. Johnny Wilkinson, pardon pour... J'ai cru que tu allais me dire Sexton, là. Non, je vais pas le dire deux fois. Romain ? Dan Carter. Il est là le débat, magnifique. Vous y êtes. Et c'est pas scripté, hein, sachez-le. Nous y est. Ils n'ont pas révisé à l'avance. Je leur ai pas demandé de choisir entre l'un ou l'autre. C'est super dur. Et dans le chat, je vais vous lancer un sondage et on va vous laisser argumenter un petit peu pour voir peut-être que vous arriverez à faire changer d'avis un peu les gens dans le chat. Tristan. Attends, d'abord, est-ce que ça a été plus évident pour toi, Romain ? Peut-être, je sais pas, je suis pas dans la tête de Tristan, mais pour lui moi, ça a l'air d'être vraiment très 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 dur. Oui, parce que je connais son amour pour Johnny Wilkinson, hein, il est supporter du RCT en plus, donc ça doit peser aussi dans la balance. Moi, je suis ni supporter du Racing, ni de Perpignan, ni de Toulon, donc voilà. Mais ouais, moi je vais te laisser commencer du coup, Romain. Pourquoi j'ai mis Dan Carter numéro 1 ? Oui. Ça ne joue pas à grand chose, c'est vrai, mais pour moi, Dan Carter est un joueur un petit peu plus complet que Johnny Wilkinson. Complet. Un meilleur attaquant, ça se voit à son nombre d'essais en sélection. 29 pour Carter, 6 seulement pour Wilkinson il a marqué que 6 essais en 91 sélections. C'est pas un marqueur. Hein. Donc voilà, c'est un redoutable défenseur, mais mon goût pour l'attaque me fait pencher un peu pour Dan Carter. Très bien. Qui, pour moi, ils ont une Coupe du Monde chacun, parce que je ne compte pas la Coupe du Monde 2011 comme un titre pour Dan Carter. Donc c'est pas en termes de palmarès, même si il a un peu plus...
Voilà, sur le papier, il a 2 Coupes du Monde, mais pour moi, ça rentre pas en compte parce que 2011, il y participe que très peu. Ouais, c'est compliqué. Pour le coup, là, toute l'émission, j'ai passé mon temps à dire que c'était les palmarès qui déterminaient. Pour le coup, il est un peu du côté de Carter, mais assez légèrement. Je crois que c'est surtout sur les. C'est 3 fois meilleur joueur du monde. Oui, aussi. Et contre une fois pour. Exactement. Puis après, il a 2 fois plus de tournois continentaux, Carter, mais. En soi, l'empreinte des deux, elle sera pas aussi grande que ce que les titres continentaux le laissent penser, ou même les titres de meilleur joueur du monde. L'empreinte que laissera Wilkinson dans le rugby mondial, elle est aussi immense que celle de Carter. Pour être honnête avec vous, je l'ai dit tout à l'heure, mon deuxième critère, c'est l'affect. C'est le plus grand joueur de l'histoire du rugby pour moi, à mes yeux, parce que voilà, j'ai de l'amour pour ce joueur. Mais non, mais c'est vrai, c'est le joueur qui m'a bercé toutes les années où j'ai joué. C'est le mec qui m'a donné envie de jouer. C'est le mec qui mettait les drops, et enfin c'est la mimique pour buter. C'est tout un ensemble qui fait que je suis amoureux de ce joueur. Je peux pas l'expliquer, tu vois. Quand t'es amoureux de quelqu'un, t'expliques pas forcément, mais moi je suis amoureux de Wilkinson parce que c'est le mec qui m'a fait le plus vibrer. C'est la classe absolue, c'est l'élégance, c'est les blessures à répétition qui l'ont jamais laissé tranquille, et qui en font quand même de lui un des 2 meilleurs ouvreurs de l'histoire du 21e siècle. Je pense que Wilkinson a pour lui la romance. Exactement, que n'a et pas c'est Carter. important. Je pense qu'intrinsèquement, Carter était un meilleur numéro 10. Le nombre de fois où il a été élu du coup meilleur joueur du monde l'atteste. Pareil, je trouve, je suis assez d'accord avec Romain pour dire qu'il était plus complet, etc. Mais autour de Wilkinson, il y a cette mimique avant de buter, comme tu dis, les blessures. C'est tout un ensemble, c'est la classe, le beau gosse blond anglais. Bon, Carter, c'est quand même la classe. Non, mais évidemment aussi. Il y a de la romance, il y a de la romance autour de Wilkinson qui fera que je pense on s'en souviendra plus, parce qu'il y a aussi tu vois, quand tu penses à Wilkinson, t'as un truc qui te vient directement en tête, ça soit le drop, soit les mimiques avant de buter. Quand tu penses à Carter, t'as pas un truc qui te vient directement en tête, t'as pas le geste c'est Carter. l'ouvreur de la meilleure équipe de rugby de tous les temps. Vrai. Non mais ça, il y a pas de débat. Mais Wilkinson, il a une patte, ouais, voilà. En fait, je vais essayer de faire une comparaison qui est alambiquée, certes, mais en fait, moi, mon joueur préféré au foot, c'est Javier Pastore. Donc en fait, c'est pas le meilleur joueur, tu vois, mais c'est juste, il me procure quelque chose. Il va te sauter au cou là. Oui, il est parisien, je sais. Mais pas moi, j'ai eu peur. mais voilà, moi j'ai beaucoup d'affect. Et en fait, à palmarès égal, parce que Carter, c'est une légende absolue, c'est une légende vivante. Pour le coup, enfin, il y a rien à dire. Je suis trop lent, Paul, c'est ça? Et assassinat. Mais c'est pour le Paris, ça, je pense. Hein? C'est pour Paris, ça, je pense. Exactement. Mais pour le coup, alors du coup, je vais essayer de mettre fin au débat entre guillemets. J'ai eu la chance de participer aux Oscars Midi Olympiques l'année dernière. J'ai eu la chance de passer un peu de temps pendant la soirée à discuter avec Dan Carter. Et je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit t'es un joueur exceptionnel, mais mon joueur préféré à moi, c'est Johnny Wilkinson. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Je comprends. Il m'a dit moi aussi. Donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse face à ça, moi? Et pour le coup... Mais du coup, la classe de Carter aurait pu te faire changer d'avis. Ah ben là, c'est encore plus classe, oui, effectivement. Mais c'est juste là, pour le coup, on est sur des palmarès équivalents. C'est juste de mon amour pour Wilkinson qui me fait le mettre premier, mais exactement. Il a misé sur la fidélité exactement. pour son amour avec Wilkinson. On en revient toujours à la fidélité. Toujours la fidélité. Et moi, il y a un argument qui est pas mal du tout de Jalard33 dans le chat. Moi, je dis une charnière Dupont-Wilkinson fait plus de sens qu'une charnière Dupont-Carter, donc Wilkinson. En gros, c'est lequel fit le mieux avec celui qu'il considère visiblement comme le meilleur joueur de l'histoire. Ah si, peut-être. Ouais, peut-être parce que Carter est un peu plus fougueux et que du coup ça ferait 2 fougueux, mais encore Wilkinson est un peu plus dans ce côté moins offensif, etc. Mais c'est très dur, franchement. Franchement, c'est très dur. Mais moi en fait, je pouvais pas faire un débat sur les 10, et de manière générale, je peux pas faire un débat où Wilkinson est concerné et pas le mettre premier. Ça me paraît inconcevable. Parce que vous dites oui, il est pas objectif, mais après, moi, je vais passer le seuil de cette porte et je vais avoir mal au cœur. Je vais dire oui, mais j'ai pas mis Wilkinson premier. Et tu vas dormir et tu vas y repenser. Voilà. Et je pourrais pas revenir sur ce plateau et dire je m'étais trompé, ça se fait pas. Donc j'ai dit. Je pense qu'il n'y a pas de se tromper ou quoi là.
Pour Bon, moi, Carter, dans- c'est le côté vraiment plus complet, plus attaquant qui m'a fait pencher vers Dan Carter, parce que là, si on parle de classe, les deux avaient la classe. On se rappellera de la finale de 2003 de Wilkinson, on se rappellera de la finale 2015 de Carter, où il marque aussi un drop. Mais la Coupe du Monde 2015 de Carter, encore plus. Vous voulez que je vous dise mon regret, c'est qu'au final, il se soit pas tant joué que ça. Oui. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un peu mon regret parce que j'aurais aimé les voir jouer contre plus souvent, à leur prime chacun. Parce sûr. que c'est dur, tu vois, mais ça aurait peut-être rien changé parce que mon amour pour Wilkinson, il datait d'avant et puis j'ai eu quelque chose, un coup de cœur, mais j'aurais aimé les voir s'affronter pour. Comme on a vu des classicos avec Messi, Ronaldo, etc. Pour les voir sur le terrain l'un face à l'autre. C'est plus difficile dans deux hémisphères différents au rugby de les voir s'affronter. C'est un de mes grands regrets du rugby. C'est un de mes grands regrets du rugby. Le chat a parlé. Alors, je suis curieux. 67% en faveur de Dan Carter. Ah oui. Bah oui, mais après moi. Un tiers après. Non, mais je peux comprendre pour le coup parce que le palmarès. Pas trop à avoir voté. Non. Le palmarès c'est pour lui, je pense. Mais après voilà, c'est une question d'affect. Je pense que pour le coup, tu vois, les gens qui mettent Wilkinson premier, c'est que de l'affect. C'est un palmarès. Et puis il y a la détestation des Anglais aussi pour beaucoup de Français. Mais c'est un des seuls qui s'est pas fait vraiment trop détester en vrai, tellement il était fort, tellement il était élégant, tu vois. Quentin Kik qui envoie un argument aussi de poids. Dan Carter n'a jamais été adoubé par la reine. Exactement, très bon argument. C'est un bon argument. Et Dan Carter n'a jamais joué à Toulon aussi. Voilà, je savais qu'on allait y venir au bout d'un moment. Il avait du temps à le sortir. Je le glisse sur la feuille. Messieurs, récap de vos meilleurs ouvreurs du 21e siècle. Je t'écoute, Tristan. Mes ouvreurs, mon top 5 des ouvreurs du 21e siècle, ce sera Boden Barrett en 5, ce sera André Pollard en 4, Johnny Sexton en 3, Dan Carter en 2 et le GOAT Johnny Wilkinson en numéro 1. Romain. Ronan O'Gara 5, Larkham 4, Boden Barrett 3, Wilkinson 2, Dan Carter 1. Très bien. On a eu le beau débat que j'attendais sur cette place de numéro 1. Il n'y a pas trop d'actuel quand même. On n'a pas été trop dans l'actuel. Et moi, actuellement, il y en a. Owen Farrell était 6ème chez moi. Aurait pu être mentionné. Ouais, bon. Et après, le problème, c'est qu'en France, on a des ouvreurs de zinzin. Sauf qu'on n'a jamais réussi à les avoir à leur prime trop. Mais suffisamment. Je te parle maintenant. Mais on n'a jamais réussi à les avoir. Oui, mais je pense qu'ils ont pris quand même un peu de retard, les deux, Jalibert et Ntamak, pour figurer dans ce classement-là par rapport aux autres mecs qui les entourent. On parle que de mecs qui avaient je pense qu'à cet âge-là, à 26 sélections, parce que le moins, pour moi, c'était Wilkinson à 91 sélections. Donc, oui, c'est pour ça. Pour moi, encore un peu de temps. Et... On n'a pas réussi à trouver ces joueurs qui ont marqué si tôt. Romain, Mathieu, je vous le dis, il n'y aura pas besoin d'une Coupe du Monde pour être dans mon top 5, puisque Johnny Sexton y est, et je n'attends qu'une chose, c'est que vous la gagnez pour le remplacer. Voilà, je le dis. Le message est passé en tout cas. Voilà une source de motivation supplémentaire en tout cas pour être dans mon top pour 5. les deux joueurs, pour être récompensé meilleur joueur du 21e siècle, trophée officiel, on le rappelle, Kick-Off Rugby et World Rugby évidemment. Merci messieurs pour ce joli débat. On s'excuse s'il y a des problèmes de son dans le chat, visiblement parfois ça saute. Je parle trop fort. On va essayer de régler ça pour les prochaines émissions. On peut passer au jeu messieurs si vous le voulez bien. C'est toi le patron. On peut boire un coup. Hein. Oh, vous pouvez boire un coup bien évidemment. On passe au jeu après ce petit jingle. Un petit jeu. Juste avant le jeu, je vous ai pas demandé 2-3 noms comme ça, mention honorable, qui n'ont pas forcément figuré dans ce top 5. J'ai oublié de vous le demander. Moi, Sexton, il aurait pu y être. Carlos Spencer, j'en ai parlé, parce que c'est un joueur qui faisait rêver par sa fougue et tout ça, comme Quade Cooper, mais pas assez régulier pour intégrer le top 5. Très bien, Tristan, 3 mentions honorables rapidement. Pas de classement donc. Non, juste Quade Cooper. Quade Cooper derrière, j'adorais ce joueur. Fred Michalak, évidemment. Très bien. Moi aussi, mais j'ai assez dit sur cette émission. T'as assez parlé de Jalibert dans cette émission. Mais je peux pas le classer dans les meilleurs. Mais Alors messieurs, le jeu que je vous ai concocté, je vais vous faire deviner des joueurs
en énumérant les clubs par lesquels ils sont passés. Il faut avoir retenu les maillots derrière qu'avait floqué Fabien Galtier pour l'équipe de France en petit en bas là. Les... Et voilà, les joueurs formés à. Non, le premier club cité, c'est le premier club dans lequel il a joué son premier match en pro. Ah ok, je croyais qu'il y avait les clubs amateurs. Non, je parle pas du Pic Saint-Loup. ou Saint-Pé-sur-Nivelle. Exactement. Je vous les donne dans l'ordre chronologique, je vous donne pas les années. Si je vois que vous galérez un peu, Ok. je vous donne les années. Donc c'est un truc de rapidité clairement. Oui, à chaque club On est au annoncé, vous 21e faites siècle, une quand même. proposition. Oui, on est au 21e siècle. Ok. Chaque club proposé, vous faites une annoncé, vous faites une proposition. Ok. D'accord, ok. On est l'un contre l'autre ou C'est le ensemble Go, Vous êtes l'un contre l'autre. le Go Almeida en fait ce jeu. C'est un jeu qu'on avait inventé. Tristan. Ah c'est chacun son tour. Non, ah, non, ok. Romain, pardon. Je sais pas pourquoi. Premier joueur, il a joué son premier match en pro à Brive. Oui d'accord, super. Non mais là vous avez absolument aucune possibilité de le trouver. Faut que vous proposiez un truc là. Enzo Hervé. Non, J'en sais rien. Saïdirech. c'est Je suis non. même pas sûr que ce soit vrai. Ensuite, son premier il club. va à Toulon. Putain, c'est Enzo Hervé, j'étais pas mal. Hein. Oui, c'est vrai. Attends, on est Mathis sur, Ferté. Non, on est sur des mecs actuels, hein, on est d'accord. non, des mecs qui peuvent avoir arrêté leur carrière, mais on est au 21e siècle. Brive Toulon. Après, tu peux dire un genre J'en ai random avant plein, d'avoir là. un prochain indice. J'ai pas d'idée là, Brive Toulon. Je dirais n'importe quoi, je vais dire un Toulonnais, mais j'ai pas d'idée. Je vais dire Olivon, mais j'ai pas d'idée. Très bien. Après Toulon, il part à Toulouse. Palisson. C'est oui. Putain. Brive, Toulon, Toulouse, Lyon, Stade Français, Colomiers. Alexis Palisson, premier point Bien joué. pour Romain. Il commence avec Brive Toulon d'entrée. Il l'a fait exprès. Le premier joueur a commencé aux Sharks. Messieurs, Cocotte. c'est oui. C'est oui, 2-0 pour Romain. hein. Cocotte, les Lions, la franchise sud-africaine, Castres, puis le Stade Français. Je cherchais un joueur des Sharks qui avait joué en France après. Quoi. Parce que je me suis dit, il va pas faire un J'ai spécial. cherché un Sudaf, moi. C'est très bien joué. Sudaf, Cocotte. Hein Il est Sudaf, Oui, Cocotte. enfin, d'origine internationale, Sudaf. Messieurs, prochain joueur, premier club, Toulon. Toulon. Premier. Je sais pas. Orioli. C'est non. Premier club Toulon. Vous pouvez attendre le suivant, hein. Vous pouvez donner un genre random comme ça et attendre le suivant. Le club suivant. Frésia. Non. Deuxième club, Montpellier. Deuxième club, Montpellier. Là, normalement, Toulon, Montpellier. il faut se dépêcher, messieurs, c'est très très long. Ouais, Je passe- donne le attends. troisième et c'est de la Ouais, vas-y, donne rapidité. le troisième. Stade Français. Ficou Non, pas du tout, parce que je raconte. Il joue actuellement Il joue Oui, il joue actuellement. Ah, Stade Français. Carbonel. Oui, Carbonel. Carbonel. Oh, je suis Putain, moi je cherchais dans les catastrophique. anciens Ça de avait Toulon. été long. Je suis catastrophique. Ah ouais, catastrophique. 2-1 pour Romain. Je suis toujours. pas bon à ces jeux, moi, je suis nul. Je sais jamais quelle époque chercher. Prochain joueur. Premier match à Brive. Encore. Mais je vais redire Enzo Hervé. Enzo Harvey. Non. Perpignan ensuite. Brive Perpignan. Farid Sid. Non. J'ai pas d'idée. Ok. Clermont ensuite. C'est pas. Non. Oh, non. Et ensuite, il repart à Perpignan. Attends, il fait Brive, Ouais, Perpignan, c'est- Clermont, Perpignan. Attends. International français. Chouli. C'est oui. Bravo. Putain. Ah, j'étais chercher. C'est sûr que j'allais me faire rousser à ce jeu. 3-1 pour Romain. Joueur suivant, il a commencé à Agen. Mathieu Lamouli. Hugo Non. Son. Non. Ah. Il a pas joué son premier match en pro à Agen. Non, Hugo. oui, c'est vrai. Castres. Agen Castres. Ça devrait aller vite celui-là. J'ai un Castres. Racing. Tanga. Dulin. Dulin. Ah non, Tanga, il a jamais joué à Castres. Il a fait la. Il a fait la. Non. puis Si, je crois qu'il a joué à Je Castres. crois qu'il a joué à Castres. Non, mais il a fait. Non, mais surtout. Johan Tanga. Mais attends, c'était quoi les clubs? C'était Agen. Agen, Castres, Racing. Il a pas Ah joué. oui, il a jamais Il a joué jamais au- joué au Racing, Il a c'est ça. jamais- se jamais pensait. joué. J'aime bien mettre le Oui, doute. parce que j'ai- J'ai dit qui tout à l'heure? Frésia. non. Montpellier. Encore Carbonel. Non. Carbonel. Je répète, Toulon, Non, attends. Montpellier.
J'en avais pas tout à l'heure, je vais pas deviner. Lyon ensuite. Oh non, j'en avais un en plus. J'en avais un, mais c'était pas le bon nom. Lyon. Stade Français. Toulon. Lyon, Stade Français. Il joue devant. Toulon, Montpellier, Lyon, Stade Français, Toulon. Il joue toujours? Et il joue toujours? Oui. Ah, Ivaldi. Oui, Oh, Michael Ivaldi, bien sûr. 3 partout. Allez. Allez, la dernière. C'est le dernier en plus. J'en ai fait que 7. C'est le dernier, ça va se jouer à la rapidité. Allez, on s'accroche. Perpignan. Mas. Non. D'accord avec. Non. Toulon. Moz. Non. Jaminet. Non. Lyon. Oh. Il y a une tension là. Puis Racing. Quoi? Perpignan. Tao. Oui. Romain Tao. Romain Taofifenua. Victoire de Romain sur Romain Taofifenua. Ça c'est bien joué les gars. 4-3, c'était serré. Bien joué à vous. Et c'était pas évident. Ouais, c'est dur là. Là, c'est dur, la mécanique de réflexion, elle est dure. Ouais. Après une journée de taf, là. Après un débat Wilkinson Carter, là, t'es épuisé. Non, bien joué, c'était pas mal. Bien joué Romain, mais Bravo, bien mec. joué aussi à Tristan, bien, qui avait annoncé avant l'émission, il pensait être ridicule. Oui. Tu as montré que voilà, avec du cœur finalement, Voilà. on peut faire de grandes Et choses. de la fidélité. Le thème de cette qu'on arrête émission. ce running gag très vite, hein. Parce que là les gens ils vont te coller une réputation. Non, pas du tout. Bravo messieurs pour ces jeux. Je vous propose qu'on passe aux actus en mêlée. On va parler d'Ati Sogbe Allez, juste après le petit jingle que va nous envoyer à toi, Polo. Polo. C'est ton moment. Paul qui est au fond du sachet là parce que visiblement il y a des problèmes de son C'est pas grave. qu'on a du mal à Enfin, gérer. C'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Bon, on fait avec. On avait fait le débat du siècle, mais c'est pas grave. On fait avec. C'est inexplicable ce problème de son selon Paul. Inexplicable C'est pas grave, comme mon la... Polo. Il me dit dans l'oreillette parce qu'il me parle dans l'oreillette. Il me dit inexplicable comme la défaite du Stade Toulousain à Montpellier. Il peut pas s'en empêcher hein, pour les vrais, là, ceux qui connaissent. C'est pas grave, mon Polo. ouais. T'es le meilleur, mon Son Polo. T'es le amour meilleur. pour le Stade Toulousain. Messieurs, je vous propose de parler de Théo Atisogbe. Pourquoi? Il a fait l'actualité cette semaine parce que voilà, il a été annoncé absent 3 à 4 mois. Il souffre d'une entorse du ligament latéral interne. Contracté contre Clermont le week-end dernier. J'ai une question à vous poser à ce sujet-là. Est-ce que ça change la saison de Pau? Parce que 3-4 mois, c'est quand même beaucoup. Pau, dans les previews, il me semble que j'avais signalé que je trouvais qu'il manquait un peu de profondeur sur les postes d'arrière. Est-ce que c'est une blessure qui change vraiment les ambitions de Pau pour cette saison, qu'on annonçait quand même plutôt haut la section? Après, les ambitions, il a annoncé 3 ou 4 mois. C'est pas les croisés où il revient en février, mais il revient en décembre, quoi. Ouais, oui. Non, mais changer les ambitions, en tout cas pour répondre à ta question, si c'est à moi de répondre, changer les ambitions, non. Je pense pas qu'il va falloir faire sans lui, ça c'est sûr, ça va être dur. Changer les ambitions, non. Mais voilà, c'est le joueur, pour moi c'est pas le, parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont importants, mais c'est un des 3 joueurs les plus importants de Pau. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est pas 3e et pour le coup... Du coup, c'est parmi les 2. Oui, voilà. Non, mais franchement, dites-lui, c'est chiant cette habitude qu'il a de dire c'est top 3 mais pas 3e. Bah, dis que c'est top 2. Non, mais Ça parce que je sera pour tout le réfléchissais en monde. même temps de qui est-ce que je mettais devant, mais il est un bis quoi. Gaëton, Mais même devant, Gorgadze. oui, voilà, je pense que c'est plus Gorgadze. à des Gorgadze comme ça. Mais en tout cas, oui, ça va pas changer les ambitions sur la saison, mais ça va coûter très cher à Pau sur cette première partie de saison. Oui. Pour toi, ça change tout ou pas là, Non, ça change pas tout parce que déjà, je pense qu'il aurait été dans le groupe France pour la tournée de novembre, donc déjà 3 week-ends, même si je crois qu'il y a qu'un doublon, mais avec les faux doublons et tout ça. Voilà, il aurait loupé aussi quelques matchs là. C'est préjudiciable pour la section, mais ça ne doit pas leur enlever les ambitions. Ils trouveront les moyens de le. Même si, voilà, ce sera quelqu'un d'un niveau moindre qu'à Tissogbe, mais je pense à des Emeric Luc, le petit Grégoire Arfeuil que j'aime beaucoup, qui va très vite aussi. Bon, il n'a pas le vécu d'Atisogbe encore, mais voilà, c'est ces joueurs qui doivent se révéler. Et il y a toujours Emilien Gaëton, Jack Maddox derrière. C'est Joe Simons. C'est énorme parce qu'on n'a pas le vécu d'Atisogbe. Atisogbe 20 ans, 21 ans. Non, mais c'est déjà quelqu'un qui a connu l'équipe de France. Ah oui, c'est là où on se rend compte que le mec, il a énormément progressé. Je crois qu'en ouverture, ils ont gagné à Castres sans Atisogbe, donc ils ont prouvé qu'ils étaient capables de faire sans lui.
aussi, donc c'est Pas préjudiciable. plus 5 ça pour la section. Mais ça doit pas. La section doit toujours jouer le top 6 et peut toujours jouer le top 6. Par contre, ça peut ouvrir des. Pardon, Vas-y. Je dis, ça peut ouvrir des portes. Enfin, pas ouvrir des portes, c'est un bien grand mot, mais ça peut laisser une place en équipe de France. En tout cas, Oui. ça devrait laisser une place en équipe de France. Et ça, c'est intéressant. Allez, mon Gaël. Dréan. Voilà, exactement. C'est complètement ce que j'allais dire parce que, bon, après, il n'y a pas que lui, mais voilà, le Penaud Bielberry, c'est intouchable. Derrière, pour moi, on en parlait, mais Gaëton, je pense qu'il est vu comme le troisième homme. Mais derrière, voilà, il y a des joueurs qui poussent. Je pense évidemment à Gaël Dréan qui fait un début de saison fabuleux, 2 essais en 2 matchs. Il finit Polyvalence de Gaëton qui plaît dans sa faveur. Oui, voilà, surtout sur plaît un dans banc sa à faveur. 6-2. Exactement. Villiers, Dimitri on rappelle Delibes que aussi. Villiers est blessé. Delibes aussi. Que Villiers est blessé. Villiers aussi. est blessé. Donc Et c'est oui, vrai qu'à ça- l'aile, derrière, on est peut-être un peu léger. Juste. Et le dossier Émilien Gaëton, Nicolas Béguet qui demande dans le chat, bon bah ça c'est toujours le dossier chaud de la section, c'est le Oui. plus gros enjeu de l'année de la section paloise je pense, Oui, oui. au-delà d'une qualification dans le top 6. Les dossiers sont peut-être liés d'ailleurs. Je pense qu'il aura pris sa décision avant de savoir. Oui, enfin, en tout cas tu vois où tu en es en janvier, tu vois où tu en es au classement. Je pense qu'il aura pris sa décision avant janvier. Si elle n'est pas déjà prise. Puis j'ose Si, espérer surtout que sa décision ne dépend pas d'un top 6 de pro Oui, cette voilà. année sur sa carrière. Ce serait dommage, tu vois. Sur sa carrière. Non mais il est encore jeune, on parle Et pas vous de... parlez de quoi? Vous parlez d'une transfert? Oui, on parle d'une prolongation ou non quoi. Oui, voilà. Bah, j'ose espérer si qu'il c'est- joue pas sa prolongation sur un top 6 de cette année, quoi. Bah, et pour moi, là c'est vraiment débat parallèle, hein, Oui. mais la question... Tu l'as vu, le 3 quarts centre? C'est complètement con. Non, mais pour moi, ça va dans le même sens que Batijono. C'est-à-dire que si tu es dans un club, t'es, on va dire, au-dessus du lot et tu peux prétendre à mieux, t'es courtisé par des clubs qui sont plus hauts. Si tu sens que tu es dans un club qui progresse et qui peut jouer le haut du tableau et le haut du classement chaque année et ambitionner en tout cas de jouer les barrages, etc., ça te donne un peu des arguments pour rester. Il faut Après, surtout la pas voir. section progresse. Là, il me semble qu'ils vont C'est jouer la pour- Coupe d'Europe, la grande Coupe La d'Europe, Champions Cup. la Champions Cup cette saison. Donc ça me prouve qu'ils progressent aussi dans le sillage de ces joueurs dont on parle, Gaëton, Atisogbe, Gorgadze. Gaëton, c'est un grand joueur, c'est un très bon joueur. Attention, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. C'est de vouloir aller dans des grands clubs, peut-être pas s'enterrer, mais peut-être pas avoir le temps de jeu qu'il a à la section. Voilà, le choix de Gaëton est très difficile parce que tu peux avoir envie de partir, d'avoir des envies de grandeur, mais au final, qu'est-ce qui t'attend? Voilà, si tu vas, on parle des dossiers Toulouse, on parle des dossiers La Rochelle, parce qu'il y a aussi en tout Menoncello qui est dans les affaires, donc. J'irai chercher Gaëton à l'aéroport si jamais il veut venir à La Rochelle. Je le comprends, mais est-ce que lui aurait envie de venir? Bon, après, pour le coup, à La Rochelle, il y a un peu de place. Paul, il accueille complètement changé Gaëton à bras de- ouverts et il me dit dans l'oreillette un grand club dans lequel il peut gagner des titres et dans lequel il est titulaire. Voilà. Le trio gagnant qui, marche sur son micro, pour convaincre Gaëton de rejoindre le Stade Rochelet. Même quand il est pas en plateau, faut qu'il parle. C'est quand même une Oui, et dinguerie, puis moi en vrai. je suis bon joueur, tu vois, il me dit des infos dans l'oreillette, on sent que voilà, il y a une petite... Il veut participer au débat, mais viens en plateau, laisse la régie, viens en plateau avec nous. Bon messieurs, on passe au prono. Allez. Allez, c'est parti. Qui était trop concentré voilà, pour mettre des phrases dans l'oreillette, qui était pas prêt à lancer le jingle. Bon, c'est pas grave, c'est un petit temps de réaction, mais bon, on s'adapte. Messieurs, les pronos top 14. Je vous fais le programme rapidement. Stade Français BB sera le premier match de la 4e journée, samedi à 14h30. Le multiplex Racing Clermont, Pau-Lyon, La Rochelle Perpignan et Montpellier. Montauban-Colomiers, ça sent fort la Pro D2 ça. Samedi 21h, le choc entre Toulouse et Castres, le derby évidemment. Et puis dimanche 21h05, Bayonne-Toulon. On a des, on a quelques matchs indécis. C'est pas la plus belle journée de la saison, on va pas se mentir. Non, Pas envie d'assassiner tout de suite le top 14, mais il y a pas énormément de matchs. On part en week-end. Du coup voilà, les gars, je vous donne tous votre week-end. On l'a pris, on l'a pris. Voilà. Sur quel match voulez-vous vous arrêter, messieurs? Est-ce qu'il y en a un qui vous tente plus que les autres? Le Bayonne-Toulon est intéressant. Le Pau-Lyon, Troisième contre premier. Lyon invaincu, à Pau, sans Atisogbe. Ça me parle, On a un peu parlé de Pau déjà. un pronostic sur Pau-Lyon? Pau.
Va falloir argumenter un petit peu, sinon ça va être très très long. Non, Pau, pour moi, c'est la bonne surprise, même s'il y a eu cet accro à Clermont où ils ont été largement dominés devant. C'est une équipe séduisante, je trouve, du début de saison. Alors, certes, ils ont perdu à Tissot, mais en parvenir. J'aime beaucoup leur paire de centre, Gaëtan Broboiry. Et je trouve que c'est peut-être une année déclic encore plus à la section paloise. J'aime beaucoup ce que propose Lyon aussi, mais je les vois perdre leur premier match au Hameau ce week-end. Moi, je vois pas aussi. Lyon m'a fait bonne impression, mais voilà, tout est à relativiser au vu des adversaires. Ils ont joué Montauban, Stade Français et Racing. Ah oui, Racing à domicile. Donc pour le coup, faudra voir. Le match que j'ai vu contre le Stade Français m'a été étrange parce qu'ils ont explosé, enfin ils ont dominé largement avant de se faire rattraper par le Stade Français et se faire peur. Donc Lyon est une équipe qui m'intéresse beaucoup, mais j'ai du mal à la situer. Mais là pour le moment c'est trop dur, ils ont eu le calendrier le plus facile mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose, tu vois, il y a un Wayne Nicolo Factor X, un Couillou Factor X, devant c'est solide avec Guillard que j'adore, il y a des trucs, Massy au centre qui fait des bonnes choses, ouais, c'est vrai. et voilà, enfin il y a des bonnes choses, mais là tu vois ça va être intéressant à regarder parce que ça va être une vraie opposition pour le coup de se déplacer. À voir avec quelle équipe aussi voilà, Lyon, oui. parce que après 3 victoires ils peuvent aussi mais sur ce match là je vois pas. Très bien. Pas de débat. Si, débat. Toulouse-Castres. Voilà, c'est... Toulouse-Castres, il y a... Voilà, ça sent la poudre pour Toulouse. Là, faut vraiment... Je pense que... J'aimerais pas être dans les vestiaires. Enfin, j'aime pas. J'aurais bien aimé finalement traîner dans les couloirs d'Ernest Vallon cette semaine. Je pense que ça a dû crier, ça a dû remuer un peu. Je pense que Toulouse n'a pas du tout aimé et je pense qu'ils s'en serviront toute la saison de ce qui s'est passé à Montpellier. Donc, alors je ne vais pas dire qu'ils vont mettre 80 points à Castres, mais je pense que si les mecs se réveillent, ça peut faire drôle, sachant que Castres... voilà, avec une semaine compliquée. Voilà aussi. Donc c'est un match très intéressant pour le coup, mais je vois Toulouse parce que après la semaine dernière je voyais Toulouse aussi, donc je sais pas si c'est bon signe pour eux. Mais sur ce match-là, ouais, je vois Toulouse au réveil. Il y a Lou dans le chat qui prend le contre-pied. Hein. C'est Lyon qui gagne à Pau. Bon après, personne s'appelle Lou Rugby. Ouais, 69 donc. Objectif. Oui, objectif. Et Castres qui gagne à Toulouse avec bonus défensif pour Toulouse. Et ça c'est Vincent Franco qui a écrit apparemment. Tu voyais Bordeaux la semaine dernière, parce que c'est pareil, il sortait d'une claque au Racing contre Montauban. Et je voyais Bordeaux la semaine dernière, oui. Ouais, voilà. Mais là, je pense que c'est la réaction d'orgueil qui va primer pour le Stade Toulousain. J'en parlais avec un joueur briviste cette semaine qui disait Grenoble ne nous prend pas au bon moment parce qu'on a pris une danse à Biarritz. Parce que visiblement contre Perpignan ça oui, même s'ils avaient gagné avec 5 points. Peut-être que dans le contenu c'était pas parfait. Il était pas content en tout cas. Loin d'être parfait même, mais pour moi ça reste pas une désillusion parce qu'ils prennent 5 points contre... Tu peux répéter s'il te plaît ce que tu disais sur prendre une équipe après une désillusion, etc. Parce que visiblement le son a coupé. Ah d'accord. Oui, je disais que c'était toujours délicat de prendre une équipe qui sortait d'une désillusion parce qu'il y a toujours ce sursaut d'orgueil de prouver, de montrer un autre visage. Donc qui plus est à domicile en plus, où ils veulent rester invaincus cette saison. Donc ouais, là Toulouse avec le bonus. Toulouse avec le bonus. Bon, bah, c'est assez clair. Voilà. Sachant que Castres a gagné la semaine dernière. On est plutôt ils ont moins de pression. Ils ont moins de pression et ils ont plus que. Louis Lebrun s'est blessé aussi. Ouais, donc, ils ont vécu une semaine compliquée. Ouais, ils ont vécu une semaine compliquée. C'est possible qu'ils n'arrivent pas au complet à Toulouse. Donc Toulouse avec le bonus. Je vous propose de terminer par la Coupe du Monde féminine. Qui elle-même va se terminer. Voilà, va se terminer, c'est sûr et certain. 2 finales ce week-end. La première finale, ce sera une petite finale. Nouvelle-Zélande-France, les Black Ferns qui jouent contre les Bleus qui sont passés proches de l'exploit le week-end dernier. Ce sera samedi à 13h30. Et ensuite, la grande finale Canada-Angleterre, samedi 17h. Un mot sur le 15 de France. Il y a une médaille à aller chercher quand même. On peut être plus rassuré, j'ai l'impression, avant ce match-là qu'avant le match de l'Angleterre.
Ouais. De par la performance Oui, qui a été délivrée par les Françaises contre l'Angleterre, et en plus parce que voilà, la Nouvelle-Zélande, c'est pas non plus. Mais tu peux le voir comme ça, et tu peux le voir aussi en te disant que les filles ont tellement vu la finale leur tendre les bras que la désillusion est d'autant plus grande, et que voilà, ça va être dur de se remobiliser, etc. Évidemment, il y a une médaille à aller chercher, donc et j'espère qu'elles seront mobilisées et qu'elles vont le faire, pour le coup, je l'espère. Mais les Black Ferns, c'est très fort pour le coup là. À la demi-finale contre le Canada, c'est quelque chose. Le niveau de jeu était quand même autre pour le coup, mais moi objectivement je vois les Néo-Zélandaises parce que je les vois plus fortes. J'espère que les Françaises le feront, mais comme j'ai dit contre l'Angleterre, même si je pensais qu'il y aurait un plus grand écart que ça contre l'Angleterre, elles se sont vachement bien battues, elles ont fait ce qu'il fallait pour le coup, mais en deuxième mi-temps ça a été plus dur. Mais là je vois la Nouvelle-Zélande l'emporter et malheureusement la médaille de bronze nous échappait. Très bien. Ouais, je suis assez d'accord. Dans le rugby féminin, actuellement, il y a un top 3 qui se détache vraiment avec le Canada, l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. Et je trouve qu'on est quand même un cran derrière et qu'on a du mal à combler ce retard. Donc, je vois quand même les Néo-Zélandaises prendre le bronze et nous le chocolat. Ce serait presque un événement, la France qui finit pas 3e de Coupe du Monde. Ouais, mais là, ça va être dur pour le coup. Mais peut-être qu'effectivement la défaite contre l'Angleterre en demi met plus un coup derrière la tête qu'un boost de confiance. Bah oui, parce que le boost de confiance il est bien quand tu fais je sais pas en poule tu galères, ton deuxième match tu le réussis, là c'est des matchs coup près, c'est le match qu'il faut que tu devais gagner. Enfin, que tu pouvais, t'étais pas si loin que ça. En fait, entre ce que t'attendais au départ et ce que tu t'as espéré bien plus que. Et du coup, après, ça peut te rassurer sur ton niveau de jeu. Tu vois, tu peux te dire, on est capable de faire ça, on est capable aussi de les embêter. Donc, on va peut-être embêter les Néo-Z, mais voilà, comme l'a dit Romain, je pense que le gap est un peu grand et au final, ça va nous manquer sur cette petite finale. Très bien, merci messieurs pour cette émission. Ah, on fait pas la finale, d'accord. On s'arrête à la petite finale. Ah, vous voulez faire un pronostic sur la finale? Au moins, pardon. En demi-finale. En petite finale. Non, mais j'aborde les sujets que j'imagine intéressent les gens. Oui, mais on peut quand même pronostiquer pour le coup. Très bien, je vous écoute alors. Eh ben moi, je vois la surprise canadienne. Je vois la surprise canadienne contre les Anglaises chez elles, voilà, douche froide, parce que les Canadiennes m'ont vraiment surpris en demi. Enfin surpris. Elles m'ont pas surpris parce que je m'attendais à un niveau de jeu élevé, mais elles ont fait un vrai match. Et je me dis pourquoi pas sur la dynamique, etc. Les Anglaises se sont fait un peu peur, elles ont gagné, elles chambraient, elles étaient nerveuses, etc. Je dis pas qu'elles vont gagner, mais je tente le pari Canada et ça me ferait plaisir de voir le Canada soulever ce trophée. Parce que ce sont chez les Anglais. Non, oui, parce que j'aime bien le Canada, c'est un pays qui me plaît bien. Alors que l'Angleterre c'est un pays que je m'en fous. Moi, je vois les Anglaises. Twickenham, plein craqué. À domicile, j'ai du mal à les voir chuter. C'est leur moment, c'est leur rendez-vous. Elles n'ont pas été incroyables tout au long de la compétition, mais j'ose espérer que sous l'impulsion de John Mitchell, leur sélectionneur, sur le grand moment pour le rugby anglais, pour le rugby féminin anglais, à Twickenham, elles passeront pas à côté. J'ai le sentiment que le trop plein de confiance est basculé sur pas le mépris de l'adversaire, mais je veux dire, arriver avec trop de certitude, ça marche jusqu'à un certain temps, et je pense qu'en finale, c'est le genre d'erreur que tu peux pas te permettre de faire, d'autant plus devant un stade plein et dans cette ambiance-là et pour cet événement-là. Mais peut-être que le péché d'orgueil, tu vois, ça a pu être contre la France parce qu'il y avait une série, personne. C'est ça, en fait, cette piqûre de rappel, là où j'abonde un peu dans votre sens, c'est que cette piqûre de rappel, elles l'ont eu contre les Françaises. Oui. C'est-à-dire qu'elles se sont fait un peu peur en disant oh là, faut pas qu'on prenne trop de haut les gens non plus. Donc là, je suis un peu d'accord. Mais le Canada me hype bien et donc je leur souhaite en tout cas. Très bien. Un mot sur le Rugby Championship si tu veux, mais on peut parler. Australie, Nouvelle-Zélande. Mais je dors le matin. 7h05. Ça va être que du plaisir. Non, mais en plus, je pense que je le regarderai pour le coup. C'est Nouvelle-Zélande, Australie. 7h05, pardon. Afrique du Sud, Argentine, 17h10. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Tristan? Non, je m'en fous. non, Afrique du Sud, c'est quoi t'as dit? Afrique du Sud, Argentine et Nouvelle-Zélande, Australie. Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud. Voilà. Très bien, et puis ce week-end évidemment... on me dit dans l'oreillette que le Rugby Championship est annulé. non, mais à signaler évidemment que ce week-end il y a le Rugby Championship, la Coupe du Monde féminine, le top 14 et... La Régionale 3. Non, et... Prenez deux. Non, enfin oui, mais...
La nationale. La Monsieur, nationale, vous êtes bien mauvais, sûr, vous je suis êtes mauvais. catastrophique. Évidemment, la nationale diffusée sur Rugbyrama. sur Rugbyrama Live. Vous aurez tous les matchs sur cette 5e journée. Voilà, il y avait le bloc de 4 matchs, les crois 4 qu'il y aura- je premières crois qu'il y aura que journées trois matchs. où il y avait. Non. Ah bon? Je crois qu'il y aura que 3 matchs. 3 matchs, pardon, Tristan. Mais ce qui est- Il y, mais ce qui aura est- de quoi regarder en tout Ce cas. qui reste, Voilà, ce qui exactement. reste de plus, voilà. Jusqu'à Exactement. présent, on vous proposait, voilà, toujours, vous le savez. Les meilleurs essais, etc., les meilleures actions, vous pouvez trouver sur le site de Rugbyrama et sur les réseaux sociaux. Donc on le rappelle, la nationale à suivre sur Rugbyrama Et nulle Live. part ailleurs. 3 matchs ce week-end et nulle part ailleurs. Évidemment, c'est bien de le rappeler. Merci messieurs, dames, de nous avoir suivis. Pour ceux qui nous écoutent en replay, vous pouvez retrouver toutes les autres émissions sur les plateformes de podcast, sur YouTube, sur rugbyrama.fr. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Kick-Off Rugby. Je sais pas si je suis là. Tristan ne sait pas s'il est là. Suspense, on va débriefer ton émission et puis on verra si on te reconduit le week-end, la semaine prochaine. Merci messieurs d'avoir été avec moi en plateau. Merci à Paul en régie, ça n'a pas été facile. Bravo mon Polo, t'es une C'est star. accroché. Et oui, Gaba SM, le TRC est de retour aussi ce week-end. C'est Voilà, vrai, les c'est vrais savent. Ciao tout le monde, bon week-end rugby et à la Salut. semaine prochaine. Salut. Interception à la dernière minute. Vas-y mon petit, jusqu'au bout. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.